Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. On va décrypter l'actualité lyonnaise de la semaine avec autour de la table aujourd'hui le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa et le chercheur associé chez Triangle Romain Mels. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis, bonjour. Au sommaire aujourd'hui, les métropolitaines déjà lancées, David Kimmelfeld et les Khmers verts. Débutons avec Écully qui va accueillir un centre pour migrants. La métropole a choisi de loger des mineurs non accompagnés dont la minorité est en cours de vérification dans une ancienne école d'ingénieurs. Alors forcément, le maire d'Écully, Sébastien Michel, est furieux, comme à chaque fois que ce genre de centre est prévu dans une commune de l'Ouest lyonnais. Ça avait été le cas aussi à Francheville ou à Saint-Genis-les-Olières. Alors, on sait que Sébastien Michel se place de plus en plus pour mener la liste de droite aux élections métropolitaines de 2026. Est-ce qu'avec ce choix d'implantation, Bruno Bernard n'est pas en train d'essayer de torpiller son possible futur adversaire ? Romain Mels. Non, je ne pense pas que ça soit ça, parce que d'abord, c'est un nombre de personnes très faible. Et puis, je ne pense pas que ça affaiblisse Sébastien Michel. Ça plutôt, ça aurait tendance à le renforcer, puisque ça lui donne une posture de victime de la politique migratoire. Ça, c'est une posture qui est forte, une victime. Il peut tout à fait dire auprès de son électorat, oui, je suis victime de la politique migratoire folle des écologistes irresponsables. Et donc ça renforce. Je pense que derrière tout ça, il y a plutôt. Après le dossier a l'air compliqué. Il faut bien mettre ces migrants, ces mineurs non accompagnés quelque part. C'est pas. Ils ont l'air très bien encadrés. Je ne pense pas qu'il y ait un calcul politique très puissant de Bruno Bernard derrière tout ça. Raphaël. Oui, on peut reprendre les arguments de Sébastien Michel. Il y en a plusieurs. Il y a le premier, c'est ouin, j'ai pas été prévenu. Ah si, il a été prévenu avant l'été. Oui, mais j'ai pas été prévenu quand ils ont eu l'idée. Voilà, il devrait aller plus loin et demander que Bruno Bernard le prévienne avant d'avoir l'idée. Comme ça. Donc il y a ces arguments qui sont un peu classiques de la politique. Après, les autres arguments de Sébastien Michel sont difficilement recevables. Hein. Il parle des conditions d'accueil de ces jeunes. On peut lui donner les adresses des hôtels qui accueillent ces jeunes en centre-ville aujourd'hui, lui envoyer la note aussi, puisque c'est 6 millions d'euros l'année dernière. Puis il y a les hôtels dans lesquels ils sont accueillis aujourd'hui. Alors ça fait... leurs propriétaires sont ravis, mais dans l'accompagnement de ces jeunes, franchement, ça laisse à désirer. Il y a des arguments qui sont plus audibles. C'est sûr que ce sont des jeunes dont on ne connaît pas en fait encore s'ils sont majeurs ou mineurs. La métropole de Lyon est un des rares départements en France à accueillir ces jeunes, pas les laisser à la rue comme ça se fait dans la plupart des endroits. À faire beaucoup d'efforts pour les scolariser. C'est sûr que Écully, c'est pas forcément l'idéal parce que souvent ce sont des jeunes qu'on va mettre dans des établissements techniques, ils sont pas forcément sur place, donc ça leur fait traverser l'agglomération. Écully est assez mal desservi en transport en commun. Tout ça c'est vrai. Après, c'est vrai, il n'y a plus l'EM Lyon. Ah si, il y a encore l'EM Lyon, on peut peut-être les mettre à l'EM Lyon. En revanche, il n'y a plus CESI, l'école d'ingénieurs en question, qui a déménagé et qui est à la Doua. Et on peut penser qu'effectivement, Sébastien Michel, il devait avoir des envies avec ses locaux, quoi. Il avait prévu de faire quelque chose avec des artistes. Ah oui, c'est ça, oui. Donc il doit être déçu pour ça. Ça, c'est vrai. Oui, après, quand vous êtes maire, qui appartiennent à la métropole, qui sont gérés par Forum Réfugiés. Honnêtement, on est sûr que ça se passe toujours bien, ce type de centre à Écully. Ces jeunes qui ont souvent des parcours qui sont extrêmement difficiles. Je pense qu'il y a beaucoup de procès qu'on peut faire aux écologistes, mais ceux-là, ils sont particulièrement injustes. Aucun électeur aime voir des camps de migrants en centre-ville. Sous Gérard Collomb, ils étaient systématiquement chassés. Collomb, il allait couper quasiment lui-même l'eau pour s'assurer que les gens s'en aillent. Les écologistes, ils espéraient qu'il n'y ait pas arriver à héberger tout le monde. Ils avaient même promis à un moment donné qu'il n'y aurait plus d'enfants à la rue. C'est aussi l'espoir de Macron qui avait fait cette promesse. C'est pas normal qu'il y ait des gens dehors. Ils n'y arrivent pas. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, au moins les écologistes ont le mérite de ne pas cacher la misère, de laisser ces campements en centre-ville, de ne pas les évacuer sans avoir de solution. Et quand les solutions, après, il n'y en a pas des milliers, donc s'ils n'utilisent pas les locaux qu'ils ont à leur disposition dans l'agglomération, même si ce n'est pas l'idéal, je ne vois pas comment ils peuvent faire. Il faut quand même rappeler que le budget de l'accueil des mineurs non accompagnés, c'était pour l'année dernière, c'était une centaine de millions d'euros pour 1000 jeunes qui étaient pris en charge. Là, ils annoncent plus de 2000, près de 3000 jeunes qui ont été pris en charge. Ça, c'est le budget global, pas juste pour l'hébergement. C'est le suivi. Oui, c'est un budget global. Alors,
vu le nombre de jeunes, j'imagine que c'est pas tout à fait exponentiel. On verra le budget à la fin de l'année, mais c'est un vrai effort qui est fait par la métropole. Non, mais ça, c'est la légalité. Il faut bien qu'ils le fassent. C'est des ressorts des départements, donc de la métropole. Oui, mais il suffit pas de dire ça parce que c'est à peu près un des seuls départements qui le fait autant et qui assume sa compétence complètement. La plupart des autres départements disent on n'a plus d'argent, on laisse les gamins dehors, voire on leur donne un ticket de bus pour qu'ils aillent ou un ticket de train pour qu'ils aillent à Lyon. Non, il y a un mérite à le faire et pour le coup c'est un vrai investissement parce que laisser des gamins, vu les parcours qu'ils ont eus avant, souvent qui ont été très abîmés par ces parcours-là, qui peuvent être réparés, qui peuvent être relancés, réinsérés s'ils sont bien pris en charge. Les laisser à la rue pour que cette reconstruction se fasse avec les dealers, avec les prêcheurs, je pense que ce serait catastrophique. Donc au contraire, je pense que c'est un vrai investissement. Farid ? Ouais, je trouve que c'est plutôt malin quand même du maire Sébastien Michel ? Ouais, Sébastien Michel, de se recentrer en disant je ne veux pas être récupéré par l'extrême droite ni par l'extrême gauche. Donc lui, il vise clairement les métropolitaines en se recentrant sur ces questions-là. Après, il joue un rôle de maire et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait une métropole. C'est pour justement empêcher que chaque petit maire défende son 12 mètres carrés qui est à côté de chez lui, etc. Et la métropole, elle joue pleinement son rôle là-dessus en logeant des jeunes dans des locaux comme ils peuvent. Moi, j'ai vu Réfugiés, je ne sais même plus c'est quoi l'association. Forum Réfugiés. Ils ont géré un camp comme ça sur Vénissieux avec des jeunes Afghans et de subsahariens. Et franchement, je n'étais pas pour au départ. La même chose que Sébastien Michel. Je me suis dit, ça va être le bordel. Ils sont super bien gérés. Quoi qu'il en soit, ils ne gênent pas la ville, ils sortent jamais. Ils sont sur place, ils sont entre eux, ils font leurs trucs, ils vont aller bosser, ils sont super sérieux pour la plupart. Ils reviennent. Et ça s'était super bien passé à Vénissieux alors que j'avais vraiment beaucoup de craintes. Et étonnamment, il n'y avait pas de Sébastien Michel à l'époque pour dénoncer les camps sur Vénissieux de Forum Réfugiés. Et ça s'était bien passé. Par contre, je voudrais bien qu'ils se battent un peu plus pour qu'il y ait un peu plus de diversité dans toute la métropole et qu'il n'y ait pas des banlieues avec 90% de logements sociaux et de pauvreté sur Vénissieux et 29% à Écully. Ça serait bien de répartir. Là, il y aurait peut-être une réflexion entre maires pour répartir les logements sociaux plus équitablement dans l'agglomération. Mais après, le boulot des écolos, moi je pense qu'ils le font bien. Et c'est un faux procès de dire qu'Écully est loin de Lyon. Non, enregistré. Oui, alors là, il faut absolument que quelqu'un garde cette partie. Non, mais si, autant c'est important. Je peux dénoncer quand pour moi Souvent. il y a des trucs, c'est tout et n'importe quoi. Mais là, et franchement, il a fait son boulot. Et je peux dire quoi? Il a fait son boulot. On est tous surpris. Non, j'ai confondu. L'EM a quitté Écully. Oui, et ils sont à Gerland. C'est oui, donc, Centrale qui est resté encore. Oui, Centrale est resté, mais Saisi donc est parti et EM est parti. Donc je pense que Sébastien Michel, il aimerait bien pouvoir récupérer ces trucs-là pour essayer. Non, mais il va les récupérer parce que les locaux là de réfugiés, je sais pas quoi là, à Vénissieux, ils sont restés 2-3 ans. Et quand il a fallu créer l'IEJA, l'Institut pour psychiatrique de jeunes enfants à Vénissieux, ils ont libéré la place. C'est très bien passé. Ils ont fait leurs travaux pendant le temps où ils étaient présents, les autres ils préparaient leurs plans et dès que les plans ils sont sortis de terre, ils se sont déplacés ailleurs. Là, je ne crois pas que ça soit prévu parce que c'est un centre pour mineurs non mais ça accompagnés. Va rester définitif. C'est probable qu'il y aura toujours des flux d'entrée et des gens qui sont plus mineurs et d'autres qui arrivent. Là, ils avaient annoncé aussi la pluie de grenouilles à Francheville quand ils ont logé aussi pas mal de familles. Des Ukrainiens. Ou je sais pas quoi, ça s'est très bien passé. Il n'y avait pas eu de soucis. Je vais à Francheville, j'ai de la famille à Francheville, il n'y a eu aucun changement de population sur place, etc. Les écoles, elles n'ont pas été submergées. Au bout d'un moment... Au final, le débat qui revient souvent, c'est peut-être aussi que les maires ont l'impression de finalement pas décider sur leur propre commune. Mais ils ne décident pas. C'est pour ça qu'on a fait une métropole. C'est justement, on est passé, on a vu que ça ne marchait pas, sinon on serait resté entre eux. Oui, mais là, non, mais c'est sûr, c'est toujours ce même débat-là, celui du début, enfin du téléphérique. Est-ce que c'est la métropole qui a des projets métropolitains ou pas, du cimetière métropolitain. Et donc ça continue à freiner beaucoup. Mais là, effectivement, c'est quoi? Il y a 40 mineurs non accompagnés dans un périmètre où il y a beaucoup de place. C'est difficile. Mais je trouve effectivement Sébastien Michel qui répond au tweet du député RN. Vous connaissez rien au dossier, essayez pas de récupérer. C'est assez vrai ce que vous dites. Il est au milieu. Il se recentre. Il se recentre pour pas cher. À un moment,
il flatte ses électeurs à Écully, vous inquiétez pas, je vais vous défendre, on ne va pas vous mettre des migrants, etc. On va faire notre possible. Et d'un côté, il se recentre en se disant, mais moi je ne suis pas du RN, je suis une personne qui soit assez claire. Mais voilà, c'est le jeu politique et c'est pour ça qu'on a fait une métropole, pour éviter ce jeu politique sur 12 mètres carrés et chaque maire défend son précaré. Ce qui manque sur ces sujets, c'est un discours de responsabilité. Parce qu'il y a des élus, il y a des maires très courageux dans des communes rurales qui vont dire se porter volontaires pour accueillir un centre. On connaît dans les Alpes. Et très souvent, c'est quand même du coup le maire qui prend toute la critique dans ce cas-là, de ses habitants qui ne sont pas forcément d'accord, qui ont peur au départ. Donc il y a beaucoup de coups à prendre. Il y en a qui ont ce courage-là de dire mais de toute façon, c'est nécessaire. Je te disais tout à l'heure, c'est un investissement. Quand on accueille les gens, ça se passe bien. Quand on ne les accueille pas, on se crée des problèmes. On a tout intérêt à faire en sorte que ça se passe bien. Par contre, je ne suis pas d'accord pour que les maires ils le fassent eux-mêmes parce qu'ils se mettent en danger. J'ai vu le truc en Bretagne où le maire il a voulu accueillir des réfugiés, s'est pris des manifestations d'extrême droite, ils sont allés taguer sa maison, ils sont allés l'agresser physiquement. C'est ça l'intérêt aussi. C'est quand c'est décidé, pas de métropole. Ouais, quand c'est décidé par quelqu'un au-dessus, département, métropole, voilà. Faut laisser les maires tranquilles parce qu'eux, ils n'ont pas la même défense. On ne va pas aller emmerder Bruno Bernard chez lui, quoi. Non, on pourrait, hein, parce qu'on sait où il habite. Mais on n'est pas comme ça. Non, mais je sais pas. Moi, je sais. Vous avez raison. C'est pour ces raisons-là qu'effectivement, il y a plus de responsabilité politique. Mais quand on est Sébastien Michel et qu'on aspire à présider la métropole, c'est peut-être intéressant mais ça, d'avoir. C'est pas officiel encore. Bon, il le dit très régulièrement. Il a des ambitions, Sébastien Michel. En tout cas, là, sur cette séquence-là, il se pose en maire de sa commune sur son secteur. Il se pose pas en président de la métropole. Qui a un discours responsable, qui est de dire bah oui, c'est une difficulté à gérer, gérons-la ensemble. Je vous assure que si on le fait à Écully dans un temps donné, qu'on le fait ensemble, ça se passera bien. Ça, ce serait un discours responsable. C'est pas le discours qu'il a choisi. C'est vrai qu'il se grandit pas avec cette action. Je vous propose qu'on passe à quelqu'un dont les ambitions sont un peu plus floues, David Kimmelfeld, qui a officialisé quelque chose qui était attendu depuis des mois. L'ancien président de la métropole de Lyon a quitté le groupe macroniste qu'il présidait pour créer sa propre structure au Conseil métropolitain. Mais alors qu'on l'annonçait de retour au PS, voire même carrément allié avec les Verts, David Kimmelfeld prône une opposition responsable en attendant de voir la suite. On l'attendait en alternative de gauche aux écologistes. Est-ce que l'ancien maire du 4e arrondissement n'est pas en train de trop tergiverser aujourd'hui? Alors, pour le coup, je ne trouve pas que ce soit lui qui soit flou. Je trouve que c'est la situation politique qui est floue. Ah oui, d'accord. Lui, c'est le cap et tout bouge autour. C'est ça? En tout cas, David Kimmelfeld, mais comme Nathalie Perrin-Gilbert, comme Hélène Geoffroy, font le pari d'une recomposition de la gauche. Ils font le pari qu'il va se passer quelque chose entre ils jettent une pièce en l'air et ils attendent de voir ce qui se passe. Alors. Mais quoi, la recomposition, c'est-à-dire que LFI disparaît et tout le monde revient vers eux? C'est ça l'idée? De la création d'un pôle qui soit entre la gauche, le centre-gauche, en fait, une forme de renaissance du PS d'une certaine manière, Phoenix. autour des gens comme Glucksmann. Donc ils font ce pari-là. Est-ce que c'est un pari qui va être gagnant? Est-ce que, effectivement, au point de vue national, il va y avoir une gauche qui se reconstitue sans LFI? Aujourd'hui, c'est vraiment, pour le coup, ça c'est flou. Certains jouent un peu sur plusieurs fronts. Nathalie Perrin-Gilbert, elle n'a pas fermé totalement la porte à LFI non plus. Lui, David Kimmelfeld, sa position elle est très claire. C'est je ne travaillerai pas avec LFI, je ne travaille pas avec LR. Et donc, il aura un espace si la situation politique le permet. Si la situation politique ne le permet pas et qu'on reste dans une alliance nationale du nouveau Front populaire, ce qui me semble assez possible, voire probable jusqu'à 2026, parce que les municipales sont avant la présidentielle, ce sera plus compliqué pour lui d'avoir un espace. Farid? Moi, je pense qu'il est grillé. Il est foutu. Avant, il avait fait ni macroniste, ni de gauche. On ne comprend rien à sa position politique, à cet homme-là. Et là, cette histoire-là, je suis ni de droite, ni France Insoumise, mais le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de David Kimmelfeld pour gagner les élections métropolitaines. Enfin, Bruno Bernard, il n'a pas besoin de lui. C'est-à-dire, si David Kimmelfeld monte ses propres listes et se lance dans toute la métropole... Dans les 14 circos. Voilà, il sera élu nulle part. En 2020, il s'était présenté sur son nom et il avait fait un plutôt bon score. Oui, mais alors c'était en 2020. Ouais. C'était une époque où on ne savait pas, c'était encore... Il était sortant surtout. Il était sortant, il était ancien président de la métropole, il avait des réseaux. Aujourd'hui, il n'a même pas foutu de tenir un groupe complet. Là, pour moi, il s'est grillé définitif parce qu'ils ont besoin de la France Insoumise pour les périurbains, justement, ce que j'expliquais.
Il a besoin de la France insoumise, Bruno Bernard. C'est parce que s'il perd Vénissieux, enfin le canton de Vénissieux, s'il perd Vaux-en-Velin, s'il perd Givors, s'il perd ces coins-là, parce que la France insoumise lance des listes de partout, Bruno Bernard ne sera pas réélu président de la métropole, ou avec plus de difficultés. Par contre, si ils peuvent avoir un peu peur à Lyon, voilà. et Urban aussi. Voilà. Aussi. Vu les scores des filles. Il peut y avoir de l'ambiance. Et les scores de Marie Toussaint. Oui, mais il peut y avoir de l'ambiance parce que la France insoumise se met face à Bruno Bernard. Oui. Mais l'ambiance avec David Kimmelfeld, ce sera moins ambiancé. Ce ne sera pas une ambiance folle. Ça, je reconnais. Ce sera une boîte de nuit à 10h du matin. Quoi. Voilà, en Bretagne. Aucune ambiance. Hein. Non, et là, ce qui est vraiment pas très net dans cette histoire, moi je suis un peu d'accord, je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est lié aux évolutions politiques nationales? Est-ce qu'il dit maintenant que les macronistes sont plus ou moins un soutien de Michel Barnier, qui lui-même est plus ou moins soutenu par le FN, c'est plus possible de travailler avec des macronistes. Est-ce que la sortie du groupe des macronistes et son nouveau groupe, là, David Kimmelfeld, enfin, groupe, on est quand même dans du micro-groupe, est-ce que c'est lié à une nouvelle perception locale de ce qui se passe depuis la dissolution? Sinon, pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe là tout d'un coup pour qu'ils disent il faut que je reprenne mon autonomie? Mais il s'est passé quoi? Ça fait des mois qu'ils interagissent. Enfin, non, mais alors d'accord. Alors si ça fait des mois, très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup les macronistes deviennent infréquentables et qu'ils soient plus dans le même groupe que Thomas Rudigoz? Il s'est passé quoi? Après, il a perdu. Il a peut-être une colonne vertébrale politique. Ah non, je rigole. Et c'est peut-être aussi les macronistes qui lui ont demandé d'être clair et de prendre position. Parce que Thomas Rudigoz voulait garder David Kimmelfeld. C'est un divorce à l'amiable. Ah bah ça c'est sûr que c'était à l'amiable. Entre effectivement la ligne Thomas Rudigoz qui se rapproche d'Alexandre Vincent-Day et on va dire de la majorité présidentielle du maire de Rieux. Oui, qui est Horizon avec Édouard Philippe et puis clairement on a un gouvernement aujourd'hui qui est une alliance entre macronistes et la droite. Une bonne partie des macronistes qui étaient dans le groupe de David Kimmelfeld, qui l'avait soutenu malgré la consigne nationale, qui était d'aller soutenir Gérard Collomb, je vous rappelle, à l'époque. Aujourd'hui, une partie pense que l'avenir est plutôt à droite. Et il y a une autre partie qui pense qu'il faut rester dans l'autonomie centriste, c'est les synergies. Certains vont repartir vers là-bas, ou Modem, etc. Et puis David Kimmelfeld, lui, penche sur une recomposition de la gauche. Donc il y avait une divergence politique qui était de plus en plus apparente, donc ils se séparent, ça clarifie plutôt la situation. Après, c'est vrai que David Kimmelfeld, il donne l'impression quelque part de regretter d'avoir quitté le PS. Il l'avait fait en suivant Gérard Collomb. Il n'a jamais été totalement à l'aise dans la Macronie. L'impression qu'il aimerait revenir au PS d'avant. Enfin, il était très à l'aise quand il était président de la métropole, mais depuis et avant, il n'a jamais été très à l'aise. Mais c'est étonnant que pour une personnalité politique de premier plan au niveau local, ça fait 15 ans qu'il est là, c'était le dauphin désigné de Gérard Collomb, qui ne mettent pas en avant plutôt une vision, plutôt que d'attendre de voir ce qui se passe au niveau national pour que ça le porte. Je suis d'accord avec gênant, ça. Je comprends pas pourquoi il ne porte pas quelque chose de local, parce que visiblement, il a du mal à se positionner vis-à-vis de l'échiquier d'attendre une vague qui le porte, plutôt que de lui-même créer l'attente et l'envie. Il définit sa ligne, c'est pas LFI, c'est pas la droite. Est-ce que les circonstances qui seront en bonne partie nationale pourront le porter sur cette ligne? Ça, il l'en sait rien. Mais on peut plutôt dire qu'il rejette le macronisme. C'est plutôt une choix de conviction. On parle de scrutins locaux, on ne parle pas de législatif. Il dit, je ne veux pas travailler avec la droite. Non, mais le macronisme, c'est la droite. C'est un discours qui tient s'il se présente aux législatives, mais pas aux métropolitaines. Il n'a jamais eu de problème avec la Macronie, avec la droite. Il n'avait aucun problème quand il était président de la métropole pour parler avec les maires de droite. Et il passait son temps à dire qu'il pouvait parler avec tout le monde. Tout d'un coup, il ne pourrait plus parler avec Thomas Rudigoz. De parler, mais c'est la question de mener une politique. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il n'est pas en désaccord avec les écologistes. Que ce soit, je vous rappelle, sur le vélo. Tout le vélo. Alors, oui, bon, tout le monde est pour le vélo. Honnêtement, le plan vélo tel qu'il est fait par les écologistes est mieux que ce que lui faisait à l'époque. Mais en tout cas, il y est pour. On parlait tout à l'heure du sujet des migrants. Il a eu vraiment le mérite de changer la politique de la métropole. Et ça a bien élevé Gérard Collomb. Et de se fâcher avec Gérard Collomb et avec une bonne partie de la droite à ce moment-là. Donc des points de convergence, il y en a quand même beaucoup avec les écologistes, plus qu'avec effectivement le discours de la droite aujourd'hui dans l'agglomération. Donc c'est bien, lui, sa position, moi je la trouve relativement claire. Est-ce que c'est plutôt, avec lui, il y a plutôt la question, est-ce qu'il ira au bout de ses ambitions? Est-ce qu'il sera vraiment le capitaine que ce camp-là attend? Est-ce qu'il se présentera à la ville? Est-ce qu'il se présentera à la métropole? Même ça, on n'est pas sûr. Est-ce qu'il se présentera tout court? Ouais. Ça fait beaucoup de si.
Allez, coupons du bois. Notre troisième sujet du jour, on a déjà évoqué autour de cette table les petits surnoms de Grégory Doucet. Place aujourd'hui au parallèle avec les Khmers rouges de Pol Pot. Le terme Khmer vert pour désigner les écologistes revient souvent sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la bouche des élus. Ce fut le cas récemment avec David Ornus à Saint-Genis-Laval. Fabien Bagnon a prévenu qu'il demanderait des excuses publiques à chaque conseil municipal à Saint-Genis. Alors ma question c'est, est-ce que les opposants peuvent faire n'importe quel parallèle au sujet des Verts, quitte à les comparer à des génocidaires? On parle d'opposants. Moi, je suis un opposant. Oui. Et je me suis fait traiter de fasciste par Michel Picard. Oui. Dit que le conseil municipal d'opposition, c'était des fascistes. Il y a un élu socialiste, Jeff Ariano, qui nous a dit qu'il fallait qu'on arrête de manger du caca et qu'on aille se doucher. Des insultes, on en a toujours. On en a toujours pris. Après, il peut demander des excuses. Moi, je ne retourne plus au conseil municipal tant qu'elle ne s'est pas excusée. D'accord, c'est pas forcément acceptable d'avoir des insultes dans le débat politique. Je dis que je ne l'accepte pas. Moi, je parle surtout pour M. Bagnon, qui attend des excuses. Nous, on les attend depuis... Ça fait 2-3 ans qu'on les attend de ce côté-là. Je ne pense pas qu'il en aura plus de l'autre côté. Je pense que escrologiste, ça on voit, le truc arrive souvent, Khmer vert, Khmer rouge, pour parler des écologistes, c'est un peu agressif. Il faudrait parler un peu de politique, un peu... M. Bagnon, moi, il me fait rire. C'est un mec qui est vraiment mordu du vélo, quoi. Donc, c'est quelqu'un, il est à fond dedans, c'est un militant, il est dans des excès. Après, l'insulter tous les jours, je ne suis pas sûr que ça fasse revenir un seul électeur du côté du centre ou de la droite. Raphaël ? Oui, l'expression Khmer vert propose des écologistes lyonnais, c'est pas nouveau, c'était Gérard Collomb qui avait lancé ça au législatif 2012, quand il commençait à être en rupture avec le PS, qui n'était pas encore, il était encore officiellement au PS, et qu'il avait soutenu Thierry Braillard face à Philippe Mérieux. Donc, Philippe Mérieux, c'était pas le plus de Khmer des Khmer. Et il l'accusait d'être un censeur, enfin bon, quelque chose qui a été insensé. Mais, alors électoralement, je ne sais pas si c'est cette agressivité qui avait marché, mais en tout cas, il avait réussi à faire élire Thierry Braillard. Probablement aussi parce que Thierry Braillard était un bon candidat quand même de terrain dans la première circonscription face à Philippe Mérieux. Moi, on peut que regretter, je trouve, l'agressivité en politique, ce type d'injure, parce qu'effectivement, en plus, l'adjoint au maire, il n'y va pas à moitié. C'est-à-dire que non seulement il les traite de Khmer vert, mais en plus, il assume le côté million de morts. Il appuie le parallèle. Donc, je ne sais pas de quel million de morts on peut les accuser. Éventuellement, on peut leur reprocher qu'ils ne vont pas assez vite dans la lutte contre la pollution, et que la pollution fait 2000 morts par an. C'est peut-être Je reproche le million de morts des communistes. Mais alors là, c'est des écolos, donc je vois pas trop le lien. C'est pas net. Mais c'est vrai que c'est bizarre ça, parce que à qui ça parle ça de... Alors, effectivement, il y a ce souvenir. Mais parce que quand Gérard Collomb traitait Philippe Mérieux de Khmer vert, on sentait que... Parce qu'il dit, dans cette interview-là au Parisien, où il dit je n'ai pas plié contre... Enfin, je n'ai jamais eu d'intérêt pour les Khmer rouges, et je ne plierai pas contre les Khmer verts. Et il dit ça dans l'interview, Gérard Collomb, quand il parle de Philippe Mérieux. Et là, à l'époque, on voit bien que ça voulait dire quelque chose. Pour les gens de la génération de Gérard. Il avait été élu avec le soutien des écologistes depuis 2001 et gouvernait la ville avec depuis 2001. L'utopie communiste des années 70, le maoïsme, tout ça, et dans la foulée, le mouvement Khmer au Cambodge, ça pouvait parler à une partie de la gauche. À des gens qui avaient l'âge de Gérard Collomb. Voilà, des gens qui avaient l'âge de Gérard Collomb, qui avaient vu ce que ça pouvait... et puis le retournement, effectivement, 1,5 million de morts, le Cambodge qui sombre dans la pire des dictatures du XXe siècle. Mais je veux dire, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Quelle est la référence? Pourquoi Khmer vert? Parce que ça rime, ça n'a aucun sens de faire ça. avec le truc de pastèque. Je vois aussi oui, la pastèque. Vert, ils pensent que les écologistes sont verts à l'extérieur, rouge à l'intérieur. C'est ça, exactement. Après, il faut aller loin. Donc, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, donc ça fait penser au Khmer rouge. Donc, Khmer rouge, ça fait Khmer vert, et on revient à la pastèque. Et on a eu le kiwi de Mario Maréchal, où ils sont barbus islamistes à l'extérieur. Ah oui, bon, après, c'est mieux que... Dans la sémantique des injures, effectivement, on peut noter qu'il y a eu toute la période taliban vert. Ah oui, il y avait les talibans. Ça se fait moins aussi. Et effectivement, ça ne marche pas parce que je pense que, comme toujours, tout ce qui est excessif devient négligeable. Et cette accusation de taliban, elle était assez grotesque et finalement, elle n'a pas marché. Elle a peut-être plutôt au contraire servi les écologistes parce que les gens disent, enfin quand même, ils exagèrent. C'est celui qui profère l'injure qui est excessif. Donc finalement, ça revient à Khmer vert.
Et je pense que c'est effectivement plutôt le fruit de l'inculture. Ça dit quelque chose d'agressif, mais on ne sait plus tellement de quoi ça parle. C'est parce que le taliban, ça ne marcherait pas. On a dit Khmer, c'est peut-être que ça passe. Moi, je trouve que ça dessert franchement celui qui le dit. Et je trouve pour le coup que Fabien Bagnon a raison de demander des excuses. Il ne les obtiendra jamais, et ça, Farid a raison. Il les obtiendra sans doute pas, mais il a raison. Je pense qu'en qu'en politique, c'est des métiers qui sont suffisamment difficiles, quels que soient les camps politiques, pour qu'on puisse exprimer des désaccords. Il y en a quand même suffisamment, sans faire porter à l'autre des injures ou des accusations fallacieuses. Oui, parce qu'on pourrait tout à fait dire à Fabien Bagnon, cette piste cyclable-là, elle débouche sur rien. C'est insupportable, ça ressemble à rien. Si vous êtes en vélo avec vos enfants, vous vous apercevez tout d'un coup que vous ne pouvez plus continuer. On pourrait dire ça à Fabien Bagnon. Et ce serait plus porteur que de le traiter de Khmer vert. Ce pauvre garçon n'a jamais tué personne. J'aurais pu le traiter de tocard. Ça serait pas... Non, mais ça, c'était plus des insultes qui étaient dans les années 90, tocard. Ou d'amateurs. Ou d'amateurs, de ratés. Ouais, de nuls de la politique. Mais je pense qu'il en a assez. Non, il ne pouvait pas utiliser ce terme-là, puisque ce serait une injure. Non, parce que justement, ça a été jugé dernièrement pour un homme politique qui a été traité de tocard, et c'est passé. Bon, alors, tocard, mais par contre, voyou, c'est condamné. Il y a des vieux vélos. Ou amateur de piste cyclable. Attention, parce que je pense attention, que ça... attention, la loi sur la liberté d'expression, ça peut être retoqué parce que simplement la procédure n'a pas été bonne. Oui, S'ils ont attaqué en injure plutôt qu'en diffamation, oui, non, mais c'est pas le problème. La procédure retoquée, ça ne veut pas dire que c'est légal. Derrière tout ça, il y a quand même le fait que Fabien Bagnon, c'est un gars qui adorait... Enfin non, Fabien Bagnon, il est arrivé, il était sur les réseaux sociaux tout le temps, il était incroyable. Il l'est toujours, hein. Enfin, il est revenu. Oui, il est revenu. Mais il a baissé il a levé la pédale. Je pense qu'il est il a très mal pris le fait d'être tellement insulté sur les réseaux sociaux. Et maintenant, il surréagit un peu à quelque chose qui est ridicule et qui en fait montre surtout qu'il a été très blessé par toutes ces critiques. Et bon, c'est ce que disait un peu Raphaël tout à l'heure. Et quand même, quand vous êtes un élu, parfois vous en prenez plein les dents et c'est difficile. Et bon, je pense qu'il faut... Il a quand même fait la une de Lyon, Mag. Ça lui a mis une petite ambiance, à mon avis. Voilà, donc d'où l'intérêt de traiter personne de tocard, d'élever le débat. Je dis qu'il y a certaines insultes qu'ils ont... Après, on est peut-être d'accord, mais sur certains jugements qui a eu lieu, certaines insultes ont l'air d'être acceptées par les juges, et d'autres pas du tout. Comme on a vu, là, il y a eu un internaute qui a été condamné pour voyou ou je ne sais pas quoi au tribunal à Lyon. Avec ça passe pas, ouais. Mais là, il a fait un cours de droit, si vous voulez. Ouais, mais ça dépend s'ils attaquent en diffamation. Mais Khmer vert, il pourrait attaquer aussi dans ces cas-là. Donc voilà, là c'est pas son truc. Il n'a pas dit qu'il allait attaquer. Il réagit avec beaucoup d'excès à mon avis à quelque chose qui est encore bien plus excessif, mais qui montre aussi que Fabien Bagnon, il a dû trouver ça très très dur son entrée en politique. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. L'actualité continue sur lionmac.com et on se dit à la semaine prochaine.